Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Alors bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux, on ne s'attendait pas à une telle affluence ce soir, mais c'est super. Donc s'il y a encore de la place un petit peu dans les rangs, on vous demandera de resserrer un petit peu pour permettre à tout le monde de pouvoir s'asseoir, mais je pense que je ne vois plus trop de place. Eh bien je suis Adrien Poulain et voici Kevin Fati, nous sommes tous deux jeunes architectes diplômés de l'école de Paris-Belleville où nous nous trouvons ce soir, et qui a la gentillesse d'accueillir ce cycle de conférences sur l'habitat coopératif. Alors pourquoi un cycle de conférences sur l'habitat coopératif zurichois, un sujet qui semble si spécifique en apparence? Il faut savoir qu'avec Kevin, on a découvert il y a maintenant quelques années dans les rayons de la bibliothèque de l'école le manifeste d'une coopérative d'habitants qui était basée à Zurich en Suisse et qui portait le doux nom de Kraftwerk. Le manifeste de cette coopérative avait été écrit 15 ans auparavant et annonçait la création d'un projet extrêmement ambitieux, à la fois solidaire, écologique et expérimental. Les bâtiments devaient intégrer une mixité sociale et intergénérationnelle, des services collectifs, une mutualisation des objets, un système d'achat groupé, etc. En somme, il avait tout d'un projet révolutionnaire, mais le livre ne disait pas réellement si le projet avait pu aboutir ou non. On s'est donc rendu sur place avec Kevin. Et c'est vrai qu'il est difficile de dire combien notre surprise a été grande quand on a découvert que le projet avait bel et bien été réalisé. Et de fil en aiguille, on a découvert d'autres réalisations à Zurich, toutes plus étonnantes les unes que les autres, jusqu'à réaliser que tout ceci avait finalement un nom, l'habitat coopératif. Donc l'habitat coopératif n'est ni du logement social à proprement parler, ni de la promotion immobilière. Elle n'est pas non plus l'habitat participatif que l'on connaît en France aujourd'hui. Les coopératives d'habitants est un système solidaire où les habitants empruntent ensemble aux banques pour financer la construction d'un immeuble. Ils sont propriétaires collectivement de leur immeuble et sont locataires de leurs appartements. L'idée n'est donc pas de concevoir son propre logement, mais bien de réfléchir collectivement à comment on veut vivre ensemble. C'est-à-dire, du coup, quels espaces collectifs mettre en place? Quelle organisation, quel type d'organisation adopter? Quelles relations entretenir avec son voisinage? La grande particularité des coopératives d'habitants, c'est qu'en se passant de promoteurs immobiliers et en remboursant progressivement l'emprunt contractées auprès des banques, elles arrivent à terme à pratiquer des loyers jusqu'à 30% inférieurs à ceux du marché conventionnel. L'habitat coopératif est très répandu en Suisse et particulièrement à Zurich depuis le début du XXe siècle. Mais ce soir, nous allons plutôt aborder les jeunes coopératives zurichoises, celles qui ont permis de renouveler un mouvement endormi, celles qui sont en train de poser les bases d'une nouvelle forme d'habitat et même d'un nouveau modèle citoyen. Et si ce soir nous avons tenu à vous réunir, vous qui êtes architecte, urbaniste, sociologue, maître d'ouvrage, élu peut-être, mais surtout citoyen, c'est que nous avons l'intime conviction que ces expériences zurichoises auraient beaucoup à nous apporter ici en France. Certes, ce sont pour l'instant des projets pionniers et expérimentaux, mais n'est-ce justement pas ceux-là qui font évoluer la société, ceux qui la tirent vers l'avant en faisant progressivement évoluer les normes et les conventions? De tout ceci, j'en ai écrit un livre qui paraît aujourd'hui aux éditions Parenthèse, sous le nom de Choisir l'habitat partagé, l'aventure des Kraftwerk. Et donc, si vous pourrez vous en procurer un exemplaire, si ça vous intéresse, auprès de monsieur Samuel Hopp, de la librairie Volume, qui est ici présent ce soir. Donc ce soir, nous recevons Andreas Hofer et Claudia Thyssen, tout juste arrivés de Zurich. Ils sont venus pour nous présenter les projets pionniers qu'ils ont contribué à bâtir à travers différentes coopératives d'habitants. Claudia Thyssen, architecte indépendante, responsable de projet pour la coopérative Kraftwerk Ein. Elle est aussi impliquée dans les développements de différentes coopératives d'habitants telles que Meran Swanen, Warm Barkley et Gleis 70, dont elle est la présidente.
Andreas Hofer est également architecte cofondateur de l'agence Archipel. Il est l'un des fondateurs dans les années 90 de la coopérative Kraftwerk Hein, dont il est aujourd'hui développeur de projet. Andreas Hofer est aussi à l'initiative de la coopérative Meralsonen, la même dont fait partie Claudia, qui regroupe plusieurs coopératives autour de la réalisation d'un quartier. Andreas, Claudia, merci encore d'avoir accepté l'invitation. On vous laisse maintenant la parole. Bonsoir, merci pour cette présence exceptionnelle qui démontre un intérêt à notre sujet. Ça me plaît beaucoup. Merci à Kevin et Adrien qui ont organisé ce cycle. Mes félicitations à Adrien. Son livre est vraiment très beau. C'est un grand travail, je peux juger ça parce qu'on a discuté beaucoup sur les projets et les sujets. Je vais commencer avec une petite introduction, une histoire brève du logement à Zurich, du logement coopératif. C'est un produit de l'industrialisation de la ville dans le 19e siècle. Vous voyez ici notre belle ville avec le lac de Zurich au fond et les montagnes. Et très schématiquement la division entre la colline des riches, la vallée des banques et les projets qui sont plutôt sur les friches industrielles de la périphérie de la ville. Il y a 150 années, cette image, c'était celle la ville médiévale qui est en train de s'exploder. C'est les infrastructures ferroviaires qui ont tout ouvert la ville, et c'est les marais, c'est les terrains très plats au long de la rivière Limmat qui étaient dès là les territoires de l'expansion et du développement de la ville. Un peu plus tard, on voit très bien les infrastructures énormes des chemins de fer qui étaient produits et agents de ce développement. Et on voit la ville fondatrice, Gründerzeit, avec une densité exceptionnelle, qui était une ville mixte où les travailleurs, les gens qui sont venus dans la ville, ont trouvé des logements très étroits, chers, avec des problèmes hygiéniques. Et on voit le développement des usines, des fabriques qui étaient la source de ce développement. La ville a explosé de 30 000 habitants à 200 000 habitants dans une cinquantaine d'années. Alors c'est des taux de grandissement qui sont comparables avec les villes dans Sud-Est Asie aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que la Suisse est un pays très agriculturel, rural. Ce n'est pas le cas. Le taux des gens qui ont travaillé dans les fabriques, c'est le plus élevé de tous les pays en Europe. En 1960, on a produit ici, au milieu de la ville, tous les infrastructures de l'énergie, alors les turbines des usines dans les Alpes. Naturellement, cette croissance a produit beaucoup de problèmes sociaux, a mené à des démonstrations politiques, à la fondation des partis socialistes et communistes
Les problèmes étaient tellement graves qu'en 1907, un référendum, une loi, a été acceptée par la population zurichoise qui a demandé à la ville de supporter la construction des logements sains et bon marché. C'était la loi. Et cette loi, la source, la chose initiale qui a mené à un développement assez complexe entre la ville, à un côté, et les coopératives qui ont trouvé leur rôle dans les années 1910. C'est la première lotissement qui a construit la ville, c'est la ville de Zurich, c'est des lotissements, c'est des habitations communales. Et quelques années après, certains coopératifs ont été fondés, initialement surtout des coopératives professionnelles. Les gens qui ont travaillé chez les chemins de fer, les officiers de l'État, ont fondé leur propre coopérative. Et en 1916, la première coopérative ouverte pour tous, la coopérative générale, Allgemeine Baugenossenschaft Zürich, aujourd'hui la plus grande coopérative en Suisse, a été fondée. On a mené une discussion assez intéressante sur les typologies et l'architecture du logement des travailleurs. On a adopté les villes-jardins de l'Angleterre. On a essayé de produire des lotissements pas tellement denses comme alternatifs vers les quartiers au centre qui étaient extrêmement denses. On a aussi essayé de donner à toutes les familles un petit, quelques mètres carrés de surface agriculturelle pour produire un peu de légumes, pour avoir quelques petits animaux proches de leur logement. Dans les années 20, je dirais le cas spécial zurichoise se développait. C'est la division de travail entre la ville et les coopératives. Cette image le démontre très bien. La ville a planifié, elle a construit l'infrastructure, elle a construit les écoles, les hôpitaux, les bains, et elle a invité les coopératives de produire le logement dans les zones développées. La ville n'a pas eu la force de le faire soi-même, c'était une interdépendance entre les structures politiques et les structures d'autogestion, on pourrait dire, un système très très connu en Suisse qui a été fondé dans les Alpes entre les paysans qui s'entraidaient pour organiser la transhumance et les structures un peu plus dures de l'agriculture suisse. Ça a été adapté dans un contexte urbain comme auto-support et autogestion des classes moyennes inférieures. Ici, on voit les infrastructures. C'est la piscine très très connue de Max Frisch, qui était architecte avant qu'il a écrit des livres. L'école des arts, un monument historique aujourd'hui de la nouvelle vague moderniste de l'architecture. La ville a agrandi 2 fois, en 1892 et en 1934. La seconde agrandissement était une opération très très stratégique de la Zurich rouge, parce qu'on a eu une majorité dans le gouvernement socio-démocratique. C'était déclaré comme assainissement des slams dans la ville centrale. Alors la ville touristique aujourd'hui,
dans ces temps-là, c'était la ville qui manquait l'espace, c'était la ville avec des grands problèmes hygiéniques. Et on a acquéri, après la crise mondiale économique, on a acquéri des pauvres villages et villes autour de la ville pour avoir l'espace, pour expanser la ville et pour pouvoir réduire la densité dans ces quartiers qui maintenant sont presque la moitié de la surface de la ville. C'est une carte de ce temps qui démontre les surfaces qu'on acquiert autour de la ville pour relâcher les densités dans le centre. La ville a planifié stratégiquement. À gauche, vous voyez un plan qui a été dessiné dans le ministère de Logement de la ville de Zurich. Et c'était encore cette histoire que la ville a dirigé, la planification, et après, elle a invité une vingtaine de coopératives pour réaliser le logement dans ce plan. Peut-être vous voyez cette femme sur la banque avec les 3 enfants qui jouent dans le jardin. C'était l'idéal du logement après-guerre. On ne voit aucune production. L'homme travaille, c'est pas loin, c'est 300-400 mètres dans la fabrique voisinée. Mais ici, c'était l'idéal, avec beaucoup de verre, une tranquillité extrême dans ces cartes. Ce système est tombé dans une crise sévère après 1960-1962. La ville a été plus grande, alors niveau habitants, et dès ça, elle a perdu environ 20% des habitants. C'était un processus de désindustrialisation très très dur. La ville a perdu leur cœur productif. C'était aussi la mobilisation, les voitures privées qu'on a pu acheter, qui ont mené à une fuite de la ville dans la périphérie. Maintenant, nous parlons d'une agglomération qui s'étale presque de Genève à Zurich et qui a rempli cette Mittelland, le pays plat de la Suisse. Quand même que la ville a perdu 20% des habitants, on a une pénurie permanente de logements. On a une spéculation énorme dans les années 80 et ça a mené à des protestes, à des révoltes, à des démonstrations, surtout des jeunes qui ont demandé le right to the city, le droit à la ville, dans une ville qui était une ville très très traditionnelle, conservatoire, restrictif, pas de culture pour les jeunes, de plus en plus dominée par le système financier des banques qui ont pris le rôle de l'industrie avant. Ces conflits étaient assez durs, aussi ont produit des victimes. Nous avons eu la plus grande scène de drogue de l'Europe derrière la gare centrale. On a eu des squats, des occupations, on a eu des luttes urbaines vraiment dans les années 80. On a parlé de la ville A, et A en allemand veut dire chômeur, alcoolique, étranger, apprenti. Alors les familles ont quitté la ville, ce qui est resté, c'était les gens qui n'ont pas pu s'enfuir. Et cette crise fondamentale de la ville, dans les années 90, 80-90, a produit des tout petits organisations qui
qui ont changé de protest à proactif, qui ont essayé d'améliorer, qui ont essayé de proposer des projets. D'abord, c'était plutôt protester contre la démolition des maisons existantes. Ça, c'est une coopérative nouvelle très très connue. C'était une lutte des années pour conserver ces maisons dans la ville, que la ville a voulu détruire pour un projet d'autoroute. Et à la fin de ces protestes, la ville les a vendues, les maisons, elle les a invités encore que dans les années 20 de fonder une coopérative pour rénover, administrer ce lotissement. Ça a mené de plus en plus à une discussion plus fondamentale, comment nous vivons ensemble, comment nous organisons nos foyers. À gauche encore, vous voyez une collectif, c'est 40 personnes qui vivent ensemble dans cette maison, dans les colocations. Et au fond de cette image, vous voyez le foyer collectif avec une grande cuisine, avec le loyer que tu payes une infrastructure qui te permet de dîner tous les soirs dans ce foyer. C'était un mouvement assez vivant qui a acheté des maisons. S'il y a eu des possibilités, qui a invité les gens pour s'organiser, pour mettre ensemble l'argent, pour prévenir des maisons de tomber dans ce processus de spéculation. Et à droite, c'était une des premières constructions neuves d'une de ces coopératives nouvellement fondées dans les années 90. On était dans un processus de désindustrialisation, mais ça a pris assez de temps pour que les terrains de l'industrie étaient accessibles. Vous voyez tous les ellipses blancs ici, ce sont des terrains industriels ou infrastructurels. Cette brochure était produite par la ville de Zurich et elle a démontré ça à la MIPIM à Cannes pour attracter des investisseurs internationaux pour acheter ces terrains et réinvestir dans la ville de Zurich et transformer la ville dans une ville financière bancaire. Ça a encore mené à des protestes très fortes et maintenant, 20 années après, on est resté avec un compromis territorial, je dirais. Il y a eu ces développements, mais il y a aussi eu une chance pour des mouvements sociaux pour acquérir certains de ces terrains pour faire des projets. Et ce sont les projets que nous discutons ce soir. Adrien l'a dit, c'était en 1993 que nous avons publié ce petit livre qui est un jeu de mots. Kraftwerk veut dire en français usine, mais Kraft c'est force et Werk c'est la chose qu'on fait. Alors on a joué avec la transformation d'une société industrielle dans une société pensante, mais qui fait quand même des projets avec une certaine force plutôt mentale que industrielle maintenant, et qui transforme la société dans une société post-industrielle. Maintenant, Claudia vous montre les produits de ces discussions. Merci.
de changer. Et je m'excuse, je ne parle pas le français très bien, mais j'ai promis à Adrien de l'essayer. But when it becomes too complicated, I switch to English. I hope this is okay for you also. Alors, merci pour l'invitation. Et je vais vous présenter les projets des Kraftwerk 1 et des Mehrheitswohnen. Ça, c'est le premier projet du coopératif au Zurich-West, former place industriel. Et ça, c'était un projet plus grand que les autres projets Andreas a montés. Vous voyez les grandesses ici. Je ne vais pas les... C'est bon, non? Ce projet est des architectes Künstli Kovasi et Stücheli, réalisé en 2001. Et c'est 16 ans maintenant. Et aujourd'hui, naturellement, ce n'est pas comme ça. Mais la coopérative ne voulait pas réaliser seulement des logements, comme les coopératives traditionnelles, mais aussi offrir des espaces commerciaux et publics pour les quartiers. Et ici, c'est la situation rez-de-chaussée avec une infrastructure publique comme restaurants, coiffeurs et des espaces communs comme une maternelle, une bar pantoufle ou un petit magasin d'alimentation organisé par les habitants. Et il y a aussi une rue intérieure, ça vient de Le Corbusier. Au rez-de-chaussée, ça c'est un croquis pour le magasin Critica, vous connaissez, je pense. Et la majorité des espaces communs se trouvent ici au rez-de-chaussée. Et c'est un espace pour se rencontrer. Et ça, c'est le 3e étage, aussi avec une petite rue intérieure. Et la section avec un principe à 2 flots, ce sont les salons sur relief. Oui. Vous voyez, non? This is because the building is very deep, so we have to bring light in, and then that's why we invented, or the architect invented these higher rooms. And also with this rue interior, you have like a Corbusier principle to organize the logement, the apartments. You see here how the access is working. But here, people complained a little bit. They liked the rue interior, but they said in the staircases, they are very narrow, so you cannot meet your neighbors very often, or by chance. So you can see in the next project what we did with this critique. Et le principe est toujours une grande variété d'appartements. Des appartements pour les jeunes seuls, pour les deux, pour les familles, mais aussi l'appartement pour un groupe comme communautaire très grand. Vous voyez ici la colocation suite pour 8 à 14 personnes, and they organize to themselves and live together in this kind of apartment. So this was something very new that this cooperative is now a bit famous for, that they really build very big apartments where groups of people organize their living together, and not like the traditional family apartments. So this is actually the apartment, can you say, where Andreas is living in. You find it in Critica as well. And you see here the apartment I used to live, we have a bit smaller salon. So you can imagine he was in the project, I was moving in later, so it is not hard. But you see here there is a wide range of people living together,
So we have these young people, elderly people, and they're not family, but they're family by choice. So that's this new, you know this because you're students, but the new thing is that really people from with different ages live together like that. Ça, c'est le deuxième projet de Kraftwerk 1. C'est Heizenholz, terminé au décembre 2011. C'est plus petit, 26 appartements pour 100 personnes. Et c'est une rénovation complète de 2 bâtiments des années 70, avec une construction nouvelle entre eux. Et conçu par les architectes Adrian Streich de Zurich. Et l'innovation, c'est l'espace commun, c'est une terrasse commune qui lie tous les appartements. Vous voyez la terrasse, et ça c'est l'espace où on se rencontre et on peut voir au salon des voisins. C'est pas typique pour la Suisse, non? C'est peut-être en Hollande, vous connaissez ça, mais pas en Suisse. Mais les gens, ça plaît. Et l'autre innovation, c'est l'habitation communautaire cluster, l'appartement cluster. Et c'est un appartement avec plus d'espace privé, un petit sanitaire et une kitchenette pour les personnes, mais c'est une colocation aussi. Et à droite, vous voyez l'appartement partagé traditionnel. And this was also, we invented this because there were a lot of elderly people who developed this project with us, and they were asking us for new kinds of forms of living together. But the elderly people often told us, well, I like to meet other people for dinner, but the bathroom is a bit too private to share, and I have a lot of stuff because I'm older, so I need a bit more private space. And you see here that the blue parts of the apartment, that's the private space, and the brown or green part is the common space that the people share. So they have to organize for living together, but this is working very well because you have the terrace first, where you meet the neighbors, then you have the common rooms where you meet the people you are living with, and then you have the private rooms in the back. And if you don't want to see the other people, you can vanish in your sleeping room. Yeah. So there's a picture from the beginning. Et puis, le Hunziker-Areal de Mehrheitswohnen, où la coopérative a réalisé un petit quartier. Le terrain, c'est un amphithéose. Vous connaissez? Oui. Des cités, pardon. Et vous voyez, ce sont 13 bâtiments, 387 apartments. That's a very big project for Zurich. I mean, in Paris it wouldn't maybe be so big, but for Zurich this is a big project. And the special thing about this project is that this is founded by the cooperative Mehrheitswohnen, who is founded by other cooperatives. So in 2007 we were celebrating 100 years of cooperative housing in Zurich. And then some people like Andreas had the idea of realizing a new project, like an experiment for the cooperative housing sector. And then we were joining a lot of different traditional and new cooperatives, and they were thinking about this project. So I can show you later some details about the process. And you see what was very important is that we built infrastructure for the city, because this is at the edge of the city, it's not in the city center. So it's very important that you have all these public and common spaces in the ground floors. And you see there's a lot of different uses or things going on right now. And this is what it looks like today.
what people are doing there, some of them. So you have this big variety. Et aussi un grand choix d'applications, comme Kraftwerk 1. We have everything from very small to very big. Et ici, des clusters, ils s'appellent satellites. Ici, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est la même appartement, mais la typologie est plus claire. Et c'est une typologie de duplex architecte. Mais je sais que Cornelia va présenter le projet semaine prochaine. Bon, alors je ne vais pas dire trop. Et quelque chose, vous trouvez des fenêtres d'escalier au appartement. A lot of houses have these themes. You find it also in the first project of Kraftwerk 1. And we always think about how we can have a good, better atmosphere in the houses and more possibilities for contact between the neighbors. So here the people in this house who are all living in these bigger apartments, they like it very much that they have the windows to the neighbors directly from the staircase. Et le dernier projet de Kraftwerk 1, qui se trouve dans l'agglomération de Zurich, c'est Zwickau Sud, très grand aussi pour Kraftwerk 1, le plus grand projet, 180 appartements et d'espace commerce. Et ça était this was not so easy to build here. This was the first time we moved out of the city because this is the agglomeration that is growing. It's the space between the airport and the city center. So in the next few years or decades, they will grow like a new city. And so the interesting thing here was to think about how can we build in the agglomeration. What kind of architecture and urbanism is needed here, that it will work, because we really have no infrastructure around, or nearly no infrastructure around. And here is the same principle like in the other projects. We have open ground floors with public use, with people who are working or who do for retail. So there is nearly no apartments in the ground floors. Et ça, c'était le concept d'usage pour les espaces publics. And more or less, this is used today like this. So to rent all these rooms is much more difficult than in the city center. So we have to invest a lot of money for that, or even hire people. But in the end, we managed to rent nearly all these spaces. So that was a big success for the cooperative Kraftwerk 1. And here you see a picture from this La Cour du Commerce, we call it. And you also see the architecture is very rough. This is a project by Schneider Studer Primas from Zurich. And we added some bridges to the houses that were used in the city center before. So we could buy them and build them and connected the house here with them. And you see we have still this wide range of different apartments. And here the special thing is that we have these typologies of like a wall typology and the block. So we really have a range of typologies here that we can use these walls for very small apartments and use the block for very big apartments. And we also have these rooftops of the commercial space, and these rooftops are accessible for the people who live there through the washing rooms. So they have extra space that they can use
and where they can do things. I'll show you later. Yeah, and a picture of the 5e étage. Et nous avons évalué les expériments des autres projets et développé des appartements partagés. Et ici, I show you some apartments that we built here in Zwickau Süd. Of course, we had a lot of normal apartments for single people, for families, but I think it's more interesting if I show you the special ones. So this is a mix between cluster and traditionnel. You see in the south the cluster typology with more private space, and in the north the single rooms. So here a group of 14 people is living together. Here's a picture of the apartment. But we also invented this, or we were thinking about the cluster really as a cluster. So we had an apartment that is in 2 houses. One part is in the block, it's just some rooms and a big common space. And the rest is in the other house, in the wall type. So we have like small studios, and they are connected with this bridge. So this is like a new form of trying to create new forms of living together. Here you see a picture of the passerelle. And we even use these bridges as a balcony for the bigger apartments, so they can share a bridge and then meet in the middle. And I think this is an important point for Kraftwerk 1, that now we have the experience of nearly 20 years. We have 3 projects, so we are already planning the next one more in the city center, together with the ABZ, the biggest cooperative in Zurich. And then we are trying to find out what will be the questions in the future. So one of the questions will be that you can spend your lifetime in the project, and what is needed that this is possible, for instance. And we also have, as we are a very young cooperative, Kraftwerk 1, founded in the 90s and founded by a group of people who wanted to do something together, there's a long tradition of this participation processes in our projects. And so we could develop our projects with the people who would maybe live there later or maybe not, but who had been interested in helping us developing this project. So in the first project, the Hartum, the people already were used to, they knew each other from the beginning, from the process, and so they were used to discuss things together, to organize themselves. And one thing that is quite important is that you pay rent, but you also pay, it's called spirit. I don't know the English or French word. It's not spirituel, it's like, I don't know, you know, idéal. Taxe de solidarité. Taxe de solidarité. And this taxe de solidarité is between 15 and 50 francs per month. Every adult person has to pay it, and the half of the money goes to a solidarity fund where poor people can reduce their rent with, and the other half is given to the people who live and work in the project. So they can do whatever they want with this money. But of course they have to discuss and they have to decide what they want to do. So this needs organization. And the second thing is that all the common spaces that we have in the projects are also given to the people, and the people have the duty to care about them, to buy stuff or to use them. If they are not used, the cooperative can get it back and rent it. So people should try to think about what they want to do in these common spaces. So we have this experience from the first project, and
very soon, the people from living in the first project, they're thinking about the second project. But of course, in Zurich, this is not so easy because you have no access to land that you can pay. And the city of Zurich didn't want to give us an area because there are a lot of other cooperatives who also want to build. So we had to discuss like 5 or 6 years and to develop ideas, how could the second project look like. And in the end, we found these 2 houses from the 70s. I showed you later, before I showed you the final project. But this was how the houses looked like in 2008. And then we could activate people to think about what we can do with these 2 houses. So a lot of people came, especially elderly women, and with them, with this group of people, we developed like the program for these houses. And they said we want a house where like different generations live together. But we also want like these new forms of living together, like the cluster room I showed you. So we made, with the people, we made this program for the competition. And then le rond de jury, c'était public. So people who were interested, they could join. They were not allowed to talk because this is the regulations of the jury process, but they could listen to everybody. And in the evening we explained these projects, and then they could say what they think about it. And then in the next day the jury decided which project is the best. So that was a process where we involved people. And also there was a big exchange with other projects from other countries all over Switzerland. And also the architect has to talk to people, which is not always so easy, because he has to know how to talk that people understand what he means. Because of course, you know, you are architects, you know, not everybody understands the same when he looks at these squares. No? For people it's a square, for you it's a room. So this is sometimes the difficulty. But he did well, and even people were really involved in the decision taking, but of course we had a strict organization on that. People were not allowed to discuss things that maybe you need expertise, because we had to guarantee low rents, we had to guarantee a good project, but people could discuss things like what kind of apartments we have, what kind of common rooms, the exterior, and so on. And so, ça c'est la première réunion. It was quite easy because the people then knew each other, and then when they moved in, it was easy for them to organize the daily life together. And of course, a lot of people who joined this process, who was we had this process of I think 5 years. So of course a lot of people joined, and after a while they said, oh my God, thank you. It was nice to meet all of you, but now I decide to go back. I don't want to move in. But this was okay, because this is very important, and you really know what will happen when you move in such a project. And now we have a very good neighborhood in the second project. Et ça, c'est le procès Mehrheitswohnen, un peu différent, parce que c'est une coopérative des coopératives. As I told you, cooperatives founded this cooperative, so we didn't have so many inhabitants or future inhabitants in the beginning. So we made like discussions with people from other cooperatives, like experts on cooperative housing. And we organized like eco rooms, espace eco. C'était atelier public. And these eco rooms, they dured from 2008 till 2014. So also a very long process. And this is, sometimes something comes out like this. I don't remember what it really was. I think it was something about les problèmes écologiques. Oh, okay.
And we had 4 groups in the beginning. They were discussing about ecology, technology, économie et utilisation. Le développement de l'urbanisme, c'était le dialogue. I think Cornelia will tell you next week that this was the really new thing in this project, because we have 5 architects or offices that had won the competition, and one was the leader, Futura Fortune Duplex, for the urbanism. So we created a dialogue between all these architects and the cooperative and people from the city of Zurich, and we developed the urban planning in dialogue. So you will hear that next week, I guess. So here, it was really after the finishing of the houses that people moved in, and then they had to organize. So we also have a lot of common rooms here, like 10 different common rooms they can use for projects, whatever they want. But you also have a new kind of phenomenon here, because it's at the edge of the city, so the mixé social is quite different than in the other projects. So if you look at Hartum or Heizenholz, or the other small project that Andreas showed you, you find people like me or him living there, mostly. I mean, of course, there are different cultures, there are poor people, but the majority is like you and me, I'd say. So when we look at Mehrheitswohnen or Zwickau Süd, this really changed, because they are not so much in the city center or in the city, but at the edge or the agglomeration. We have a very big mixte social, a lot of cultures, a lot of people who never been in a cooperative before, who don't know all the rules, etc. So we have to explain their duties and rights when they are members of a cooperative. And I will not explain this in detail, but this just shows that if you have to organize this living together, and in a bigger project like Mehrheitswohnen, where there is 1,200 people living, you have to think a bit more than in the smaller projects like in Heizenholz. But even here, les habitants participants, the people really, they liked it, and they said, okay, we take this offer, we will use the common rooms, we will do projects. So right now we have like 35 groups who are doing projects at Mehrheitswohnen. And I think this is the key for a good neighborhood in the future, and for good system social, maybe, and based on solidarity. And now the last project of Kraftwerk, Zwickau Süd, as I told you, this is the agglomeration or the banlieue, Zurich. And here we have, there were not so many people coming when we invited them for the process. So we had the questions, how can we build up a community here? How can we do this outside the city, or at a place like this? And the architects, Herder Studer Primas, they also won a competition, and they proposed something nice. They said, we are building a very rough structure, and people can build onwards later. So when they move in, they can put on other things like you see here in the picture, but of course we are in Switzerland, nice idea, but not so easy to do. But anyway, we really wanted to invite people to organize, and then to think about what they can change with their environment or in front of their apartments. So, but you see here we have really good mixture, and we had to explain a lot, and they had to discuss a lot. And in the end they found out, for example, this is one example, that they want more green at the facade. So we said, okay, this is a good idea, so you can do yourself. We have some budgets reserved for this. The cooperative supports all these
ideas. And yeah, now you see 1 year later, the architecture really has changed already. So you see, even if you just have some clothes outside or something on the balcony, you can see people living here, and this makes it more lively, I guess. So I will give back to Andreas. Thank you. Alors, je vais conclure cette présentation multiculturelle avec des chiffres durs pour que vous compreniez le système financier et juridique de nos projets. Et après, je vais dire quelques mots sur les concepts de durabilité. Que pour comprendre un peu la France et la Suisse, si nous comparons des francs suisses avec les euros, c'est pas seulement les 15% de différence, c'est vraiment, ça double. Alors les salaires, les coûts, tout ça, c'est environ double en Suisse qu'en France. Ça, je vous démontre avec le moyen revenu équivalent qui est calculé par Eurostat, qui est exactement le double en Suisse. Nous sommes un pays des locataires, et surtout dans les villes. Dans la ville de Zurich, c'est plus que 80%, plus que 90% de tous les logements sont des logements locatifs. Alors la propriété privée n'existe presque pas, c'est seulement certains villas de luxe. Nous avons un quart de tous les logements locatifs qui sont de l'intérêt public, comme nous disons. C'est environ 6% qui sont propriétés que la ville de Zurich possède, et ce sont 20% des coopératives. Ça encore démontre ce système très très traditionnel. La ville de Zurich possède surtout des logements pour des gens vraiment en problème personnel. Alors, c'est les réfugiés, c'est aussi les âgés, c'est les gens des chômeurs. Là, c'est les appartements sociaux que la ville de Zurich possède. Et les coopératives, ce sont des entreprises indépendantes qui sont aidées par la ville, mais pas subventionnées. Il n'y a presque pas des appartements subventionnés là. Alors la ville de Zurich épargne énormément d'argent en aidant les coopératives de faire eux-mêmes leur appartement. C'est un système assez intelligent qui fait des loyers bas sans des investissements permanentes de l'État. Quand même, les loyers sont chers. Ce sont les prix moyens d'un appartement que je vous montre ici pour que vous pouvez comparer. Si tu veux louer un appartement maintenant sur le marché libre, c'est double, triple ces prix. Nous avons un stock qui est assez à bon marché, même dans le marché privé, mais les logements que tu peux louer maintenant, c'est beaucoup plus cher. Nous avons 4 000 à 5 000 francs par mètre carré pour construire. Je crois que c'est encore double le prix en France. Le salaire minimum d'un maçon de 20 années, c'est 5 700 francs. Salaire minimum. Ok. C'est que 3 slides comme ça que je vous montre.
C'est très simple pour fonder une coopérative, il faut 5 personnes. Alors nous pouvons fonder environ 100 coopératives cette fois. Il y a beaucoup de coopératives qui ne sont pas des coopératives d'habitation, micro-coop, les plus grands magasins en Suisse sont des coopératives dès maintenant. J'ai expliqué l'histoire, c'est un résultat de la crise du logement dans les villes industrielles de la seconde moitié du 19e siècle. À Zurich, nous avons 130. La plus petite possède 4 appartements, la plus grande 5000. Alors c'est une grande variété de cultures et d'histoire et de philosophie dans les coopératives. Il y a des très bourgeois, il y a des très innovantes. Tu deviens membre d'une coopérative en achetant une action, un part social. C'est normalement 500 francs, 1000 francs. Pour entrer dans un appartement, normalement, il faut acheter plus de parts sociales pour avoir le capital propre de la coopérative. Pour les jeunes coopératives, c'est vraiment un problème. Ça peut être 20 000, 30 000 francs. Pour les plus vieux, c'est beaucoup moins parce qu'ils ont leur capital, c'est les terrains qu'ils ont achetés dans les années 20, dans les années 30. C'est un problème pour fonder. Pour monter ce système, c'est très difficile parce qu'il faut un stock de logements qui est déprécié, qui est un peu plus vieux pour faire des nouveaux investissements. Mais même nous avons abouti à faire ça dans 15 années que nous faisons ça. Nous ne sommes pas subventionnés, mais c'est un contrat entre la ville de Zurich normalement et les coopératives. On a certaines règles, et la règle la plus importante, c'est que les coûts sont les propres coûts du logement. Il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'argent qui est pris. Naturellement, nous calculons les coûts pour les rénovations, tout ça, mais le loyer, c'est les coûts. J'ai dit, les coopératives traditionnelles, c'est un système, je vais vous montrer, qui produit des loyers bon marché avec le temps. Si nous construisons un bâtiment nouveau, les briques, c'est le même prix que dans le marché privé, mais en épargnant, en payant les hypothèques, les prix baissent. Quelques mots sur la relation entre les coopératives et la ville de Zurich. J'ai dit ça, il n'y a presque pas de subventions, mais il y a des aides. Il y a des aides de financement, il y a des aides sur le niveau terrain. La ville est vraiment intéressée que le système coopératif grandisse. Nous avons eu un référendum il y a 5 années où 76% de la population zurichoise ont voté que le part des logements d'utilité publique grandissent de 25 à 33% dans les 2 décennies qui viennent. Alors c'est un grand support politique. Les coopératives ont l'accès exclusif aux terrains de la ville de Zurich. La ville de Zurich ne peut pas vendre des terrains au privé. Et c'est toujours des droits de superficie. Alors la ville de Zurich garde les terrains. Elle ne perd pas les terrains dans le marché. Et dans une centaine d'années, quand le droit de superficie est terminé, elles peuvent encore discuter ce qu'elles veulent faire avec leur valeur la plus précieuse, les terrains. Nous travaillons beaucoup avec les différentes institutions. C'est possible de subventionner un part des logements pour avoir des prix très très bas. C'est les logements, nous les louons nous-mêmes, mais nous avons les réglementations avec la ville de Zurich qui peut entrer dans ces logements. Alors il faut déclarer les salaires. Il y a aussi des règles
de densité. Alors un 4 pièces, il faut au moins 3 personnes pour pouvoir louer ça. Et c'est environ un tiers de tous les lotissements coopératifs qui sont sur les terrains de la ville de Zurich ont droit de superficie. Et là, il y a un contrat très complexe qui règle beaucoup de choses sur le niveau énergétique, sur les standards des logements. Et c'est même une règle qu'il faut investir 0,5 à 1% de tout l'investissement dans l'art public. Alors c'est un système très intelligent pour la ville, pour régler, diriger un peu ce que les coopératives font, mais la relation est amicale, je dirais. Et ça, c'est le résultat. Si nous calculons les loyers sur une période un peu plus longue, nous voyons que initialement, les logements coopératifs ne sont pas beaucoup moins chers que les logements privés. Mais naturellement, le taux d'intérêt, ça change, mais avec le temps, et c'est des indices réels, les logements coopératifs deviennent, au moment, c'est environ 30% moins cher que les logements privés. Les logements privés augmentent avec le marché, le développement, la spéculation, et les logements coopératifs deviennent moins chers sans un franc de subvention de l'État. Okay. Parce que les investissements que nous faisons sont vraiment de long terme, la question de la vie de nos lotissements est très importante. Nous faisons vraiment de recherches sur la durabilité des constructions, nous cherchons des constructions qui gaspillent moins d'énergie, l'écologie, et de cette notion d'investissement long terme, une des raisons les plus importantes dans nos projets. C'est des calculations de Meereswohnen, très dans une phase du début. On voit que nous investissons énergétiquement, nous investissons dans la construction environ la moitié que la maison va consommer dans sa vie. Alors, tout le chauffé, eau chaude, électricité dans les maisons, c'est environ la même somme que la construction. Alors, la construction a un problème. Hein. En construire et en détruire encore. Hein. Le stock d'énergie dans nos villes est énorme. Ça, naturellement, fait très important de ne pas détruire des maisons trop tôt, alors de choisir des constructions vraiment durables, vraiment robustes. Peut-être il faut investir un peu plus à l'initiation pour tenir les structures robustes. Nous avons fait beaucoup de progrès dans les années passées. Nous avons résolu, je dirais, le problème énergétique des maisons. C'est les bilans de la ville de Zurich, de la Suisse, de Meereswohnen, un lotissement élaboré, ventilé, d'énergie minimalisée, consomme 20% des maisons qu'on a construites à la Tana. Si nous regardons le bilan complet de nous comme citoyens dans notre société, c'est vrai que la maison, c'est minimalisé, mais nous avons un grand socle d'infrastructures dans notre société. Nous avons la nourriture, par exemple, qui devient très important. Et ça nous mène à une discussion un peu moins architectonique, mais plutôt sociale,
quel mode de vie nous avons, comment nous vivons ensemble, comment nous pouvons partager les ressources dans la vie quotidienne, notre profession devient de plus en plus compliquée. Hein, parce que ce n'est pas seulement les briques, le chauffage qui sont importants, c'est beaucoup plus les modes de vie. Nous cherchons des constructions durables mais simples. Nous réduisons l'espace habité. Par exemple, ici à Meranzon, c'est 35 mètres carrés par personne. Dans la ville de Zurich, c'est 50 mètres carrés. Et il faut être un peu soigneuse avec ces chiffres parce que ce sont des chiffres qui sont c'est les moyennes. Nous avons un grand problème dans notre société avec les foyers célibataires. Là, la consommation de l'espace est doublée envers la moyenne de la société. C'est vraiment une question, comment Claudia vous a montré des essais, des expériments pour trouver des typologies plus adéquates pour une société ageante. Ça, c'est la grande question dans le logement. Ce n'est pas les familles, ça, c'est les autres. Vous avez voyé peut-être que nous faisons des maisons grandes. Ça a beaucoup d'avantages sur le niveau social, technique, énergétique, de trouver une capacité qui vous sert une efficacité énorme sans beaucoup de technologie. Nous cherchons des nouvelles règles d'une construction durable. Je crois que les maisons que nous trouvons ici dans les rues de Paris sont une possibilité de vivre dense et riche dans une ville. Et maintenant, il faut trouver une telle durabilité dans notre société beaucoup plus technologique et beaucoup plus compliquée. Nous avons fait beaucoup de recherches dans ce projet. Nous avons construit tous les systèmes de ventilation sur le marché européen pour avoir des chiffres. Normalement, les architectes, ils construisent les maisons et après, ils s'enfouillent. Personne ne s'occupe vraiment des structures mécaniques de plus en plus compliquées que nous avons construites avec nos ingénieurs. Et là, nous faisons vraiment de la recherche maintenant dans le lotissement habité. Nous faisons tous les années un bilan écologique. Nous essayons d'apprendre et d'améliorer les systèmes techniques. Ça, c'est la machine qui chauffe le lotissement de 370 appartements pour 1200 personnes. C'est la puissance d'un Audi Q7 avec une voiture. Vous chauffez le quartier. Et ça, naturellement, au contraire, nous fait réfléchir de la mobilité dans notre société. Alors, si tu as pour les 370 logements, 370 voitures, tu n'as pas beaucoup risqué. C'est les bilans, c'est des maisons d'énergie basse qui consomment environ 30 kW par mètre carré par année, ventilation, eau chaude, chauffage inclus. Et c'est la moitié si nous calculons la production sur site. Parce que nous avons sur tous les toits des éléments photovoltaïques qui font environ la moitié de la consommation énergétique des maisons. Ici, on voit. Nous cherchons des systèmes un peu plus complexes. En Suisse, c'est une grande discussion de la société 2000 watts.
Alors, ce n'est pas seulement le chauffage, c'est la mobilité, c'est la consommation de l'espace. Et 2000 watts, c'est un tiers de la consommation moyenne dans notre société. Alors, c'est dans notre... dans la loi, la constitution zurichoise, c'était aussi un référendum, nous avons décidé de réduire la consommation énergétique sur un tiers dans les décennies qui viennent. C'est un grand glissement. Je termine, ce sont les résultats de ce projet Merazone. Alors, le rouge, c'est ce destin de 2000 watts, et le bleu, c'est ce que nous avons fait avec ce projet sur le niveau construction et mobilité. C'est pas la nourriture, c'est pas les voyages, c'est pas le consomme quotidien, mais avec les maisons et la mobilité, nous pouvons contribuer à une société durable avec les techniques que nous avons développées dans les années passées. Je crois que c'est le fin. Ça a beaucoup de faire avec communication, avec discussion avec les gens, avec une synthèse de technologie, d'intelligence sociale et de choix à l'expérimentation. Merci. On voulait simplement avoir peut-être quelques précisions, vous qui justement habitez dans ces bâtiments, notamment sur peut-être vous pouvez nous en dire plus sur comment fonctionnent tous ces services collectifs par exemple notamment à Traveler Prime, on trouve une épicerie, un bar, une chambre d'invités, des cuisines collectives, etc. Peut-être nous en dire un peu plus sur comment la vie s'organise dans le bâtiment, et aussi, vous qui habitez dans la grande colocation, comment la vie s'organise à l'intérieur des colocations, parce qu'on a assez peu l'habitude de ça en France. Okay, I talk something for the apartment, how the people organize. So the special thing is that, and Andreas will tell in French the rest. So. And the special thing about these big apartments is that they are rented to the whole group. So the cooperative does not choose each person who is living there, but the people have to organize in the beginning. And they have like an association. They are like an association which is quite simple. You can organize. And then the association is renting the apartment. And so the people can discuss who is paying how much rent, who is giving how much money, and how they organize their daily life. What are they sharing, what they use together, and what is separated. So in Kraftwerk 1 we maybe have now like, I don't know, 10 or 12 different apartments like that, where groups of people organized and they live together they do not all the same. They have a lot of different lifestyles, or what they share or they don't share. So, but the important thing is that they stick together with this one contract to the cooperative. Then if people move out, they decide who's moving in. But everybody who is living in this kind of apartment is, of course, also a member of the cooperative and has the same rights and duties. So the idea behind that construction is that it is much more simple, because otherwise when a person is moving out, you have to change the contract with the cooperative, and so the contract is always the same and the people decide themselves. Sur le niveau des infrastructures de la coopérative, il faut des ressources sociales, ça nous avons.
il faut d'espace. Ça, nous faisons, c'est normalement environ 1,5% des surfaces utilisables que nous réservons comme common space, common ground. Il ne faut pas de loyer pour ça. Ça, au fond, les gens le payent avec un loyer 1,5% plus haut, mais après, ils ont les surfaces. Et il faut un peu d'argent. Ce sont les taxes de solidarité qui ne sont pas grand argent. Et après, on invite les gens à former des groupes d'intérêt, des groupes de quartier, des groupes de voisinage. Mais ce sont des trucs très très basiques. C'est déjeuner pour les enfants, organisé collectivement. C'est personne qui est forcé à être membre d'un tel groupe, mais si les gens veulent faire un groupe, ils peuvent fonder, ils peuvent demander d'espace et d'argent s'ils ont besoin. Et il y a un comité qui est élu, où on peut s'adresser et qui essaye de faire possible les plus projets que possible. C'est un système assez dynamique, ça peut changer s'il y a des idées qui ne fonctionnent pas ou des travaux qui ne sont plus actuels, on peut changer le projet. Chez Meereswohnen, c'est la dimension du projet qui est vraiment, nous avons un hôtel, il y a une réception de cet hôtel, et cette réception est aussi la réception pour tout le monde qui habite là. Si tu as un problème, si tu veux chercher un clé pour une salle communautaire, c'est toujours ouvert, c'est toujours accessible. Nous avons 65 nations avec beaucoup de langages différents que je ne parle pas, par exemple. Alors les gens, ils peuvent venir, on essaye avec les enfants de traduire, de les aider. Je crois que c'est assez simple, il faut penser comment on peut résoudre les problèmes quotidiens de notre société. Maintenant, on va peut-être faire passer le micro dans la salle si vous avez des questions à poser à nos deux intervenants. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai beaucoup de questions, mais j'en ai choisi deux principales. La première, c'est comment est-ce que vous choisissez les résidents, si c'est le cas? Quelle est la manière dont les personnes qui vivent ensemble sont choisies, sont sélectionnées? Et la deuxième, c'est pourquoi ceux qui choisissent de partir, quand c'est le cas, le font? Pourquoi les gens partent? La première question, c'est comment vous choisissez les résidents? Et la deuxième, c'est pourquoi ceux qui choisissent de partir partent? Alors, dans le processus du projet, les gens discutent aussi sur la mixité. Et normalement, nous décidons sur des critères. C'est lors d'une assemblée générale, normalement, que nous votons sur les critères de la communauté future. Alors, c'est égalité entre femmes et hommes, c'est mixité des âges, c'est mixité de riches à pauvres, par exemple. Nous voulons toujours certains gens qui veulent s'engager dans les projets, mais nous voulons aussi des gens qui ne veulent pas s'engager dans les projets. Nous ne sommes pas des îlots, des verts rouges écolos. Nous sommes société normale. Et si on a décidé sur les principes, on peut choisir une commission d'allocation de logement. Tout le monde applique et la commission décide sur les principes qu'on a décidés avant, collectivement. Quels sont les principes?
Quels sont les principes rapidement? Sur les critères que j'ai essayé d'expliquer, mixité sociale. But there is a difference between Kraftwerk and Mehrheitswohnen, because in Kraftwerk there are in each project 2 people who are elected, who are part of the commission, and 1 person from the administration. So the people who live there, they have like a majority in this commission. And Mehrheitswohnen, the inhabitants have there's not a commission like that, the administration is deciding, but now there's a process that inhabitants want to be involved in this process. But I think this is also a bit problematic because like a project like Mehrheitswohnen should be open to everybody and accessible to everybody. And if you can imagine, when you choose, you maybe choose someone you maybe know and nobody knows that you know him, or someone quite similar to you. So this is a discussion that is going on in this project, who is deciding in the end who is moving in. And why people move out, that's quite a big range of reasons. Nous sommes une société très très dynamique en Suisse. Ça a beaucoup à faire avec le grand taux de location. Alors c'est environ 5 à 6 années, je crois, la durée moyenne d'une location. Alors toute la société zurichoise déménage tous les 5 années. C'est énorme. Et ce sont des raisons personnelles, ce sont des raisons financières, ce sont des raisons professionnelles. Les gens, ils quittent. Et s'ils quittent, ils sont rendus tout le capital qu'ils ont investi. La personne qui vient paye ses suites, si tu pourrais dire. C'est aucun problème, c'est 3 mois que tu faut annoncer, après tu peux quitter. Ce ne sont pas des questions d'intimité. C'est pas à cause de problèmes d'intimité ou de choses comme ça. Il y a toutes les raisons. Il y a aussi des gens qui trouvent trop gênant, peut-être, qui ont eu des autres expectations. Il y a des gens qui ont expecté plus, et il y a des gens qui ont expecté moins. Et je crois que c'est bon maintenant. Alors c'est toujours, on peut pas faire les choses pour frais pour tout le monde. Mais nous faisons de recherche sociale, les gens sont très contents. C'est une grande liberté envers un marché capitaliste qui est vraiment, vraiment problématique, où tu n'as aucun droit, où tu n'es jamais demandé. C'est vraiment une liberté que les gens, la majorité des gens perçoivent comme valeur. Alors, j'aurais 2 questions. La première, c'est à quelles difficultés vous avez été confrontés dans l'exercice de la pratique architecturale dans les coopératives, notamment? Comment prendre en compte aussi la vie des habitants? Comment prendre en compte également la vie des habitants? Et la deuxième question, c'est par rapport quel conseil donneriez-vous à des architectes français qui se lanceraient dans l'habitat participatif? Je sais que c'est pas le même système en Suisse et en France. Je pense que, pour répondre plutôt sur la deuxième, je suis moi-même architecte, donc si on trouve la réponse, c'est vrai que ça serait chouette, mais je pense que surtout le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas forcément les conditions pour exercer et pour réaliser ce type de projet. C'est d'ailleurs l'objet de notre 3e conférence qui sera justement sur la possibilité d'importer ce type de modèle zurichois en France, parce qu'il nous semble qu'il y a quand même un certain nombre de leviers avant à actionner, et
certaines fédérations, notamment la Fédération française des coopératives d'habitants, a commencé à aller dans ce sens, et donc à faciliter l'apparition de projets coopératifs. Mais voilà, pour l'instant, après... Et la première question était... Voilà, comment prendre en compte en fait les différents avis des habitants, est-ce que c'est compliqué dans l'exercice de la pratique et quelles difficultés à quelles difficultés vous avez pu faire face en fait au sein de ces coopératives? Très intéressant naturellement aussi pour moi comme architecte. Bon. Nous faisons vraiment de recherche avec les gens dans les discussions. Nous cherchons des nouvelles typologies. Et le grand avantage à Zurich maintenant est que nous sommes dans une percussion de différents projets. Alors nous pouvons apprendre beaucoup d'un projet que nous avons réalisé et nous essayons dans le projet qui suit de varier ça un peu. Naturellement, c'est une grande responsabilité. Nous investissons, vous avez vu les prix des projets, c'est des millions. Alors nous ne pouvons pas faire des expérimentations qui sont trop loin. Mais nous essayons, en discutant notre société changeante, en discutant aussi en discutant avec les spécialistes sur le niveau logement pour une société agent par exemple, en parlant avec les gens, en faisant des workshops, nous essayons de lier des idées architecturales avec des idées sociales. Et je crois qu'au moment, ici, dans le dernier projet que Claudia a montré, les architectes ont proposé beaucoup. Je crois que nous avons appris ensemble, dans les 15 années passées, tellement sur le logement que maintenant, les architectes dans les compétitions, ils proposent leur vue, ils proposent le potentiel de leur projet pour adapter, pour flexibiliser, pour changer, pour essayer quelques typologies. Et là, nous apprenons ensemble comme société. C'est une très grande culture. Si vous voyez le livre de Dominique Boudet, par exemple, avec 50 projets des 15 années passées, qui tous travaillent sur le plan. Les plans dans le XXe siècle, c'était les plans schématiques, modernistes pour la famille traditionnelle. Maintenant, il faut réinventer les plans. Merci pour cette belle présentation. J'ai une question, je suis content que ce ne soit pas la première question, parce qu'elle est un petit peu politique, mais pas du tout polémique. J'ai compris, grâce à votre présentation du contexte historique de Zurich, pourquoi d'abord ce genre d'initiative me plaise depuis que j'en ai pris connaissance, mais il y a toujours eu aussi une sorte de malaise ou quelque chose que je n'arrivais pas à identifier, qui me gênait un peu dans ces processus d'accession à la propriété. Et grâce à votre présentation, j'ai compris ce qui se passait. Alors, on comprend l'impact et la corrélation entre l'évolution du contexte économique et politique et l'innovation, et l'impact qu'il a sur l'innovation architecturale. Mais est-ce que vous, en dézoomant de cette situation que vous vivez évidemment tous les jours et que je trouve de toute façon positive, est-ce que vous arrivez à être critique et à vous demander s'il n'est pas regrettable pour les architectes qu'ils fassent preuve sans cesse d'inventivité et de créativité pour pallier à des situations politiques et économiques qui sont assez déplorables et que vous avez un petit peu formulées là lors de votre réponse à votre dernière question liée au capitalisme. Désolé pour la longueur de la question. Est-ce que
Alors, pour résumer, est-ce que c'est pas regrettable que le capitalisme force les architectes à faire preuve de ce type de créativité? Oui. Nous faisons des projets réformistes, on pourrait dire. Je crois qu'on a eu des architectes qui ont voulu changer la société avec leur architecture. Et ça pose aussi des problèmes. Je crois que ce ne sont pas les architectes qui doivent changer la société parce que leur responsabilité, parce qu'ils ont une influence directe envers la vie quotidienne de leurs clients. Je crois qu'il faut être très que c'est très dangereux et qu'il faut être très précautieux si nous mettons nos principes dans notre architecture. J'ai beaucoup pensé sur ça, j'aime bien le mouvement moderniste, mais je crois qu'ils ont vraiment fait cette faute. Il faut d'abord discuter. C'est une raison pour que nous discutons tellement. Il faut se baser sur une discussion politique, vous pouvez dire, sociale, pour changer comme architecte. Ce n'est pas dans notre cerveau que ça se développe. Je vais peut-être prendre juste une dernière question, parce qu'on a un peu dépassé le temps imparti. Je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer. Faire le tour. Bonsoir, merci pour vos interventions. Moi j'avais une question, donc à l'origine du projet, est-ce que vous aviez senti une sorte de besoin sociétal, une demande de la population, ou est-ce que vous avez devancé cette demande? I think this is yes and no, because of course for the first project a group of people they had these needs or they wanted to invent something new. But on the other side, it's always a question when you build for the market, the people you will always ask, how many people want to live in apartments like that? And they always say, I don't need many people, I just need 10 who need to live there. So of course we have also to take risks and find out if new kinds of typologies work or don't work. So there is a need for change in society. I think there is a wish that people want to live more social and have more space. They can be creative and responsible for things. But on the other side, you also need this experimental thinking, which is not only you cannot find out with needs. Because when I ask you how do you want to live, I don't know if you would describe an apartment like that, for example. Encore une question? Ça va être la dernière, je pense. Dernière. Oui, merci pour vos interventions et merci d'être venu à Paris. Il fait froid, donc c'est très climaté. J'ai une question parce que vous êtes tous les deux architectes et à quel moment parce que vous êtes aussi maître d'ouvrage, alors à quel moment est-ce que la créativité de l'un enrichit l'autre et vous dans votre pratique faisant ces deux métiers voilà, juste... Alors c'est une question très personnelle, mais je crois que Dalia peut répondre. Et moi, je commence. J'ai déménagé 16 fois pendant mes études. C'était une pénurie énorme de logements pour un étudiant. C'était pratiquement impossible de vivre dans cette ville.
très dur. Quand j'ai fait mon diplôme, le système spéculatif était dans un crash immense, 92. Après, toute ma génération n'a pas pu construire. Il y a eu des amis qui sont allés à Berlin, en Espagne, mais chez nous, c'était rien. Alors, on a commencé à discuter sur le système de la production architecturale, système de construction, système de logement. Et ça m'a personnellement, moi, mené sur un autre chemin. Yes, and I think it's really, I finished my studies in the late 90s, and I studied in Germany. There was also like a crisis for architects, you couldn't find a job, so I went to Switzerland. But even now I live in one of the richest countries in the world. I think you should fight for the right for affordable housing and for the right of the city, because this is the roots I have from the 80s and 90s, when I lived in East Germany, for instance. And so I think it's also important that if you maybe are not the best architect, you can do something different that you can do better. So, Il y a d'autres questions maintenant. On propose de se retrouver dans quelques minutes dans la galerie juste à côté pour un petit apéritif offert par l'école. Si vous voulez en savoir plus sur les coopératives d'habitants, je vous rappelle la sortie de mon livre Choisir l'habitat partagé, l'aventure des graveurs, qui revient justement sur l'histoire de la coopérative des Graverkheim, son histoire, donc son évolution, son montage, son architecture et la vie à l'intérieur des bâtiments. Donc j'ai interviewé les fondateurs, les architectes et les habitants de cette coopérative. Et on se retrouve du coup dès la semaine prochaine, lundi 26, même heure, 19h30, ici même, pour recevoir Cornelia Gliessel de l'agence Future Approche et Pascal Müller de l'agence Müller-Sigrist qui viendront parler des projets de Karl Grete et de Générationnel qu'on a abordé ce soir. Merci beaucoup pour votre participation. À la semaine prochaine.